Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons lire des contes traditionnels de Chine. J'ai trouvé ce livre à la médiathèque d'un village pas très loin de chez moi et je me suis dit que ça s'y prêtait bien pour faire de la l'ASMR. Donc nous allons lire plusieurs contes et on commence avec Chien et chat. Si vous voulez savoir pour quelles raisons les chiens et les chats ont du mal à s'entendre, voici enfin une explication. Difficile d'affirmer que c'est la bonne. Non loin d'une rivière, dans une pauvre maisonnette, vivait un couple de paysans avec leurs chiens et leurs chats. Les paysans se faisaient vieux, les racines et les légumes poussaient mal dans leur jardin. Les vers rongeaient les fruits de leurs arbres, leurs deux poules ne pondaient presque plus. Un jour, le vieux paysan revenait du village lorsqu'il vit par terre un objet brillant. Il le ramassa. Il s'agissait d'une bague sans valeur, un simple bout de ferraille. Qu'importe, le paysan la mit dans sa poche, puis en rentrant chez lui sur une étagère à côté du miroir et de la théière. Mais voilà que soudain, la vie changea pour le vieux et la vieille. Les poules se mirent à pondre avec abondance. Les légumes et les fruits du jardin poussèrent comme jamais. À peine tirés de terre ou cueillis sur les branches, déjà ils repoussaient nombreux et vigoureux. Mieux, leurs vêtements usés redevenaient neufs, trous et reprises disparus. Il fallut se rendre à l'évidence, la bague était tout simplement magique. Le paysan la rangea avec soin dans une belle boîte en bois. Le vieux et la vieille avaient maintenant de quoi manger en abondance, si bien que la femme alla vendre des produits au marché, gagna de l'argent, put acheter des douceurs, une vaisselle plus jolie, un miroir plus grand. Cela dura quelque temps, jusqu'au jour où un voleur passa dans la maison, profitant de l'absence de ses occupants partis en promenade, suivis par leurs chiens et leurs chats. Quand les paysans revinrent chez eux, ils levèrent les bras au ciel en constatant qu'il leur manquait bien des choses, et surtout la belle boîte contenant la bague, disparue, envolée. Ce qui devait arriver arriva alors. Les poules ne pondirent plus. Les vers reprirent leur place dans les quelques fruits des arbres. Racines et légumes se ratatinèrent. Même les habits retrouvèrent leurs trous. Alors le chien dit au chat : « Nous devons retrouver la bague. Viens avec moi. » Le chat n'avait pas envie, mais il finit par se laisser convaincre. Le chien renifla le sol avec soin. Malgré le temps passé, il retrouva l'odeur du voleur et se mit à suivre la piste, le chat sur ses talons. Ils arrivèrent ainsi au bord de la rivière. « Il faut passer de l'autre côté, » dit le chien. « Ah non, » s'exclama le chat, « je ne veux pas me mouiller, j'ai horreur de l'eau. » Après discussion, le chat accepta de grimper sur le dos de son compagnon, et tous deux traversèrent ainsi, l'un nageant, l'autre se plaignant d'être arrosé par quelques gouttelettes. Le chien retrouva la piste, qui conduisait jusqu'à une maison isolée à l'écart du village. « Va voir à l'intérieur, dit-il à son compagnon, tu es plus leste que moi. »« Pas d'accord, répondit le chat, si quelqu'un me voit, c'est moi qui trinque. » Le chien dut trouver lui-même un passage dans le mur d'enceinte pour arriver jusqu'à une cour, puis grimper, non sans mal, sur le rebord d'une fenêtre ouverte. La maison était déserte, et bonheur, la boîte se trouvait
posé sur une table à l'intérieur. Le chien aboya. Le chat le rejoignit avec facilité en quelques bonds. Tous deux sautèrent dans la pièce. Le mieux, dit le chien, est de remporter seulement la bague. En sautant, il fit tomber la boîte du meuble jusqu'à terre. Aide-moi à l'ouvrir. Tu plaisantes, je vais abîmer mes griffes. Le chien dut se débrouiller seul. Il s'y usa les dents, mais réussit à l'ouvrir. La bague s'y trouvait bien. Le chat l'attrapa et les deux compères repartirent comme ils étaient venus, bien contents du résultat de leur expédition. Comme à l'aller, le chat traversa la rivière sur le dos du chien. Il le fit ensuite passer par un prétendu raccourci où le chien se crotta des pattes au museau, alors que le chat évitait les obstacles avec agilité. Lorsqu'ils furent à courte distance de la maison de leur maître, le chat s'élança comme une flèche. « Et attends-moi, cria le chien, je suis fatigué, je n'arrive pas à te suivre. » Le chat ne l'entendit même pas. Il arriva bientôt chez les paysans, passa la porte et sauta sur les genoux de la vieille, tristement assise sur le banc. La paysanne le regarda et s'exclama: « Viens voir, mon mari, le chat vient de rapporter la bague magique. » Le vieux accourut. Tous deux, emplis de joie, se mirent à caresser la bête et à la couvrir de baisers. Mais voilà que le chien arriva à son tour. Tout heureux, lui aussi, il se précipita, se frotta contre sa maîtresse. Celle-ci réagit, le repoussa. « Tu es tout mouillé, tout crotté, tu vas tout salir, va-t'en. » Le chat miaula, se blottit contre sa maîtresse. « Tu vois, tu dégoûtes même le chat, va dehors, je te dis, je ne veux plus te voir. » Le chien obéit, empli de colère. C'est lui qui avait fait l'essentiel de la besogne pour retrouver la bague, et c'est le chat qui en tirait tout le bénéfice. Quelle injustice! Il paraît que c'est depuis ce temps-là, en Chine, que les chiens ont envie de mordre les chats dès qu'ils les aperçoivent, et que les chats évitent soigneusement les chiens. Yao le tigre. Il existe en Chine tout un cycle de légendes sur l'origine et la pratique de la boxe, le kung-fu. Cette légende en fait partie, même si elle est ici très romancée. Son action se situe quelque part au bord de la mer orientale. Yao le tigre. Voilà longtemps que ce nom claque dans les îles et les villages de la côte. Nul ne connaît le nom véritable de l'homme, nul n'a jamais vu son visage masqué en permanence. C'est le plus audacieux des pirates. Ces jonques surgissent là où on les attend le moins, frappent et disparaissent. Mais Yao n'attaque que les nouveaux maîtres de la Chine, les envahisseurs venus de Mandchourie. Et ce qu'il leur vole, il le distribue aux pêcheurs et aux paysans. 10 fois, on l'a cru mort au cours d'une bataille. 10 fois, il a ressurgi au grand jour. Son nom fait naître l'espoir et la joie des petites gens, mais provoque la colère des Mandchous, en particulier celle du gouverneur de la région qui borde la mer Jaune, Che Pi, un poussa à la courte barbiche et au regard cruel. Le rêve de l'homme est de faire couper la tête à Yao le tigre. Jour et nuit, il ne pense qu'à ça. Un matin, sur la terrasse de son palais construit au sommet de la falaise, il regarde ses bateaux rejoindre le port. Parmi eux, une jonque inconnue. Un instant, le gouverneur espère que Yao est pris. Hélas, la désillusion vient vite. La jonque capturée, votre seigneurie est celle du pirate Tseng. Il est notre prisonnier ainsi que sa fille. Che Pi va ordonner qu'on les mène au bourreau, mais il lui vient une idée. Parlez-moi de ce Tseng. Une fripouille, votre
allongé sans ménagement au pied du fauteuil dans lequel le gouverneur est assis. Déliez-le, et toi, debout. Tseng est bien un colosse aux muscles saillants, à la démarche souple, au visage épais. Parfait. Écoute-moi, je devrais te livrer au bourreau ainsi que ta fille. Mais tu peux sauver votre vie à tous les deux. En échange, je veux Yao le tigre. Tseng sursaute, ses yeux expriment la surprise, l'inquiétude aussi. Mais comment refuser le marché? Je t'aiderai, continue Shepi. Mes espions vont le retrouver. Toi, tu vas faire semblant de t'évader. Cela rendra votre rencontre facile et tu n'auras plus qu'à le tuer de n'importe quelle manière. Tseng approuve de la tête, encore dépassé par ce qui lui arrive. Ton équipage et toi prendrez la mer au plus vite. Je garde ta fille en otage car je ne veux pas te voir disparaître. Et oui, me prendrais-tu pour un imbécile? Luzi, la fille de Tseng, est prisonnière au palais du gouverneur en compagnie de sa servante. Sa grande beauté a impressionné Shepi et il la traite plus en invitée qu'en captive. Cela n'empêche pas les gardes de veiller devant les portes. La servante, quant à elle, a le droit de sortir du palais. Voilà des semaines que Tseng est en mer de Chine. Il attend des nouvelles des espions du gouverneur, tout un réseau d'informateurs chargés de les prévenir dès que Yao sera repéré. Pendant ce temps, Luzi prépare son évasion. La servante a déjà réussi à soudoyer l'équipage d'une barque de pêche en vendant une bague de sa maîtresse. Maintenant, elle guette toutes deux l'occasion de fuir. Ce soir-là, Luzi est allongée sur sa couche. À l'aide d'un pinceau, la servante lui peint les ongles. Je n'irai pas, déclare la fille de Tseng. Prendre un repas en compagnie de ce Shepi m'indispose. Il faut y aller, maîtresse, et faire bonne figure. Le gouverneur deviendra peut-être moins vigilant. Tu as raison. En attendant, termine mes ongles et parle-moi encore de Yao le tigre, toi qui connais tant de choses sur lui. Je l'ai fait 10 fois. Raconte encore. La servante sourit. Nul n'a vu son visage, on le dit jeune et beau. Son cœur est plein de bonté, autant que ses muscles ont de force. C'est un maître du kung-fu, la boxe, que ce moine vous a enseigné si longtemps sur notre île, en même temps que l'escrime. Continue. Un jour, une étrangère est venue le rejoindre, à la peau blanche, aux cheveux dorés. Elle est restée longtemps avec lui, puis elle est repartie. Luzi reste silencieuse, rêvant à l'étrangère blonde et aux pirates. Peut-être, murmure-t-elle, aime-t-il aussi les femmes aux cheveux noirs comme moi? La servante n'ose répondre. D'ailleurs, l'heure est venue de rejoindre le gouverneur. Shepi semble d'excellente humeur. Il trône au milieu d'une table d'apparat et pousse la politesse jusqu'à se lever pour inviter Luzi à prendre place. J'ai une bonne nouvelle à vous apprendre, annonce-t-il. Votre père se trouve en face des îlots Rayons de Lune, sur le point d'accomplir la mission que je lui ai confiée. Je songe à lui donner un grade dans la flotte. Vous-même, aimable Luzi, pourriez alors rester au palais. Gênée, la jeune fille baisse la tête. Afin de se donner une contenance, elle demande « Et peut-on savoir quelle est la mission de mon père ?» Bien sûr, elle n'est plus secrète maintenant. Je l'ai chargé de retrouver Yao le tigre et de le tuer. Luzi, au prix d'un grand effort, arrive à dominer son trouble et sa colère. Le soir même, elle décide de fuir et sauver Yao. De fait, le tigre a bien été repéré sur un groupe d'îlots nommé Rayons de Lune. Plusieurs de ses jonques s'y abritent, prêtes à disparaître à la moindre alerte. Tseng a choisi le moyen de l'approcher. Il parcourt
deuxième jour, un homme l'aborde. Mon maître accepte de te rencontrer. Suis-moi seul. Le pirate prend place sur une barque. L'embarcation file vers le large jusqu'à un îlot. Lorsqu'elle l'aborde, le cœur de Tseng bat très fort, car Yao le tigre est sur la plage. Son visage est entièrement caché par un masque fixé à l'arrière de la tête par des lanières. Il ne semble ni grand, ni large d'épaules, plutôt mince même. Sois le bienvenu, Tseng, dit-il, je t'écoute. Assieds-toi et qu'on apporte le thé. Je ne veux ni m'asseoir ni boire, réplique le pirate, seulement te dire ceci. Je me suis échappé des griffes du gouverneur Gépi. Je sais, c'est à cause de ton courage que j'accepte de te rencontrer, car ta réputation est celle d'un homme cruel et fourbe. Qu'importe, je suis capitaine de la confrérie des maîtres de la mer et des fleuves. J'ai décidé que chaque pirate de la région me devra obéissance. Es-tu fou? Toi le premier, Yao, et si tu refuses, nous nous battrons tous les deux selon la coutume. Je suis un boxeur comme toi. Je n'aime pas les combats inutiles. Alors accepte que je sois ton maître. Jamais. Rendez-vous est pris pour le lendemain, sur ce même îlot minuscule. Tseng devra venir seul, sans armes. Sa jonque attendra au large. Les hommes de Yao, eux non plus, ne débarqueront pas. Ainsi est-il fait. Au premier rayon du jour, les deux hommes se retrouvent. Tseng n'éprouve aucune crainte pour l'issue du combat prévu. Il a pris ses précautions durant la nuit. Les barques s'éloignent du rivage aux deux extrémités de l'îlot. Yao avance vers le pirate d'un pas assuré. Il demande: n'as-tu pas changé d'avis? La nuit porte conseil. Tseng ricane, son visage reflète une joie mauvaise. Non, dit-il, je n'ai pas changé d'avis. C'est bien aujourd'hui que tu vas mourir. Et soudain le pirate se jette à terre vers un chétif buisson d'herbe. D'un geste, il saisit l'arc qu'il a caché là. Surpris, Yao recule. Il a juste le temps de pousser un cri. Déjà, Tseng se dresse dans l'arc et lance la flèche. La pointe atteint le tigre en pleine poitrine. Il fléchit les genoux et tombe. Tseng aurait voulu lui arracher son masque, mais le temps manque. Les hommes de Yao ont entendu le cri, ils débarquent. Tseng plonge dans l'eau pour rejoindre sa propre barque. Maintenant, ses fidèles entourent Yao. Ils pleurent car leur maître va mourir. À ce moment-là, une embarcation aborde le rivage. Luzi est à son bord. Hélas, elle arrive trop tard pour sauver le tigre. La jeune fille se précipite vers le mourant étendu sur le sol. Une profonde douleur l'étreint. Elle pleure, elle aussi, tend ses bras vers l'homme. Elle n'ose pas, mais elle voudrait le saisir, le serrer contre sa poitrine. Yao remue. Sa faible voix se fait entendre. Il demande que tous s'écartent et qu'on le laisse seul avec Luzi. Le tigre demande: qui es-tu? Luzi, la fille de ce traître qui vous a frappé. Dis-moi, quel est ce signe que tu portes près de ton poignet? C'est celui du monastère de Shaolin, le temple de la jeune forêt où vivaient les maîtres du kung-fu. Un de ces moines m'a appris la boxe et a gravé ce signe. C'est bien ça, les dieux t'envoient, Luzi. Yao ne doit pas mourir, tu vas prendre sa place. Comment? Que dites-vous là? La jeune fille se dresse, stupéfaite. Le tigre raconte: voilà bien longtemps que le vrai Yao est mort. Fils d'un lettré connu, il portait un masque afin de ne pas lui nuire. Symbole de la résistance aux envahisseurs mandchous, il ne pouvait disparaître. Alors un de ses lieutenants prit son masque et garda son nom. Plus tard, un troisième homme fit de même.
soudain immobilisé. Il était jeune et beau, avait dit la servante. Le masque glisse, la tête d'un vieillard paraît, marquée de 1000 rides. Ses cheveux sont blancs, un sourire radieux flotte à jamais sur ses lèvres. La légende raconte que pendant plus de 20 ans, à l'exemple du corsaire Koxinga, Yao le tigre lutta contre des Mandchous dans l'espoir de rétablir en Chine la dynastie des empereurs Ming. Nul ne vit jamais son visage. Quatre rivières. Ce conte des temps lointains de la Chine divisée mêle l'histoire et la légende pour nous montrer que la sagesse se trouve partout où vivent les hommes et qu'elle peut guider même des rois. Il était une fois 2 rois. Le premier, Poti, régnait sur un territoire où coulaient 3 rivières. Le second, Fakien, ne possédait qu'une seule rivière dans le sien. Fakien, jaloux, exigea que Poti lui cède une de ses rivières afin que leur part soit égale. Comme Poti refusait, il lui déclara la guerre. Poti fut vaincu après maintes batailles. Non seulement il perdit une rivière, mais il fut obligé de donner sa fille en mariage au vainqueur. De cette union naquit un fils, Chatra, merveilleusement beau et sage. L'enfant grandit, chacun l'aimait et l'admirait. Son père Fakien mourut et il devient roi à son tour. Quelque temps après être monté sur le trône, Chatra alla se promener dans la campagne. Il vit des paysans peiner dans les rizières, les pieds nus dans l'eau dévorés par les sangsues, les mains écorchées, le visage au grand soleil à peine protégé par un chapeau de paille. Il eut de la peine pour eux et pensa qu'il serait bien que le riz puisse pousser seul, sans intervention humaine. Il invoqua les dieux. Son souhait fut exaucé au grand émerveillement de chacun. Encouragé par ce résultat, le roi voulut que les céréales soient elles-mêmes mêlées à l'eau et cuites pour donner du pain, afin d'épargner aussi aux paysans les corvées de bois et le travail au puits. Cela se fit. Chatra émit d'autres vœux. Les dieux l'écoutèrent et les arbres se couvrirent de vêtements sans que personne ait supporté la peine de tisser les étoffes, ni de les coudre. Près des vêtements parurent bientôt des instruments de musique. Ils jouaient seuls, il suffisait de les écouter. Le bonheur des paysans était à son comble. Pendant ce temps, le roi Poti n'avait pas encore digéré sa défaite face à Fakien. Il hésita longtemps, puis se décida à demander à Chatra de lui rendre sa 3e rivière, de gré ou de force. Chatra invita son grand-père pour une entrevue. La rencontre eut lieu dans une vaste plaine. Chacun des rois vint à la tête de son armée. Lorsque Poti et Chatra furent face à face, ce dernier fit battre les tambours. Poti crut à une attaque, sortit son sabre. Les soldats firent de même, prêts à se battre. D'ailleurs, ils étaient venus dans cette intention. Mais les tambours n'avaient servi qu'à faire descendre du ciel un festin. Des tables garnies d'une riche vaisselle apparurent entre les deux armées et se couvrirent de mets raffinés, viandes odorantes, fruits et vins capiteux. Poti assista à ce miracle sans rien dire. Il remit son sabre dans son fourreau, tandis qu'on lui racontait ce que son petit-fils avait obtenu des dieux pour son peuple. À la fin, il regarda Chatra, qui souriait au loin. Sa décision était prise. Il marcha vers lui, seul, d'un pas assuré. Arrivé à sa hauteur, il s'arrêta, courba la tête et dit « Tu es un meilleur roi
je me soumets et je te donne mon royaume. Conte à discuter. Le petit oiseau se venge, le gentil fait son expérience. Le fils du blanchisseur se croit dans une fable de La Fontaine. Le marchand de rats fait fortune, et le vieux Yugong veut déplacer des montagnes. Voici des contes à discuter avec vos parents, avec vos copains. Le lion et le petit oiseau. Le lion se sentait en appétit ce jour-là. Il attaqua un éléphant. L'éléphant succomba. Le roi des animaux entreprit de dévorer à belles dents autant de viande que son estomac pouvait en contenir. Il se montra si goulu qu'un os soudain resta coincé dans sa gorge. Pris de panique, le lion se débattit, gronda, rugit, se tortilla par terre, mais en vain. L'os ne bougeait pas, menaçant de l'étouffer. Un oiseau passait dans les parages. Attiré par ce spectacle inhabituel, il se posa sur une branche. Le lion le vit, gémit, le supplia. « Ah, aide-moi, ah, je te récompenserai. » Il ouvrit la gueule toute grande. Après un instant d'hésitation, l'oiseau d'un coup d'aile s'y introduisit en entier. Puis, à l'aide de son bec, il essaya de bouger l'os. Il dut s'y prendre maintes fois avant de réussir sa besogne. Enfin, l'os glissa et le lion put le recracher. Ressorti à l'air libre, l'oiseau se secoua, lissa ses plumes, tout fier de l'exploit. « Merci, dit le fauve, avant de répéter, je te récompenserai à la première occasion. » Les deux animaux, le grand et le petit, s'en allèrent chacun de son côté. Quelques jours plus tard, le lion se remit en chasse et fit un grand carnage au sein d'une harde de chevreuils. L'oiseau, par hasard, se trouvait encore là. Il avait faim. Sûr de la réponse, il demanda s'il pouvait avaler quelques miettes de viande. Stupeur, le lion rugit. « Il n'y a rien pour toi ici, passe ton chemin. » « Mais fit l'oiseau, vous n'avez aucune mémoire, c'est moi qui vous ai ôté de la gorge cet os qui vous gênait tant. »« Je le sais, vous aviez promis de me récompenser pour ce service. » Le lion l'interrompit. « J'ai réfléchi depuis, moi aussi je t'ai rendu service, nous sommes quittes. »« Hein, rendu service, comment cela ? Tu étais dans ma gueule et j'ai eu la bonté de ne pas la refermer pour t'avaler tout cru. D'une seule bouchée, tu vois, allons file maintenant ou gare à toi. » L'oiseau, indigné, ne put que prendre son envol et s'éloigner du fauve ingrat. Il jura de se venger. « Sinon, pensa-t-il, je ne serais pas digne de vivre dans ce monde. » À partir de ce moment, l'oiseau entreprit de suivre le lion sans le perdre de vue. Il l'épiait de loin, quêtant l'instant favorable. Celui-ci se présenta vite. Au début de l'après-midi, le fauve s'arrêta à l'ombre d'un buisson et s'allongea pour faire une sieste. L'oiseau attendit qu'il soit bien endormi. Alors, vif comme l'éclair, il vola vers lui et lui creva un œil d'un coup de bec. Le lion hurla de douleur, réveillé en sursaut, mais déjà l'oiseau s'était mis à l'abri sur la plus haute branche d'un arbre. Le lion l'aperçut de son œil valide, rugit et l'interpella rageusement. « Pourquoi m'as-tu fait ça, misérable ? J'ai voulu vous rendre service, ô grand lion. » « Quoi ? Eh oui, en raisonnant à votre manière, je ne vous ai crevé qu'un seul œil, pas les deux. Remerciez-moi et que cela vous serve de leçon. » Le gentil traverse la rivière. La jument blanche a un poulain qui s'appelle le gentil. Elle travaille au moulin, transporte des sacs de farine chez les boulangers de la région, toute seule.
sans qu'on ait besoin de la conduire. Le gentil grandit tranquillement. Il court dans la prairie, broute l'herbe et suit parfois sa mère dans ses courses. Un jour, la jument lui dit : « Tu es grand maintenant, tu vas pouvoir m'aider. » « Avec plaisir, répond le poulain. Le meunier lui attache donc un sac sur le dos et sa mère lui explique : « De l'autre côté de la rivière, tu trouveras le village. Son boulanger habite sur place. » « Je trouverai, ne t'inquiète pas. » Et voilà le gentil parti, tout fier, dressant la tête. Il arrive au bord de la rivière où il rencontre un chien. « Excusez-moi, lui demande-t-il, où se trouve le pont ? » Le chien lui répond qu'aucun pont n'existe dans les environs et qu'il faut passer la rivière à gué. Il le prévient. « Attention, la rivière est profonde. Mon cousin a failli se noyer ce matin. Il ne sait pas nager et l'eau lui montait au-dessus de la tête. » « Ouh là là, fait le gentil qui ne savait pas nager non plus. Sur ce, le chien s'éloigne. « Que se passe-t-il ? Demande une grosse voix. Tu as l'air ennuyé. » « C'est un éléphant qui passe. » Le poulain lui fait part de ses craintes. « Mais non, s'exclame le gros animal. Le chien ne sait pas ce qu'il dit. J'ai traversé 3 fois la rivière aujourd'hui et l'eau atteignait à peine le sommet de mes pattes. » L'éléphant s'en va. Le gentil ne sait plus qui croire. Il hésite, puis décide de battre en retraite pour demander conseil à sa mère. C'est plus prudent. « Écoute, dit la jument, chacun voit les choses à sa façon. Il faut écouter les autres, mais aussi réfléchir par soi-même. Tu es plus grand que le chien, mais plus petit que l'éléphant. À mon avis, l'eau de la rivière t'arrivera jusqu'au ventre. Essaye donc. » La jument a raison. Le gentil traverse la rivière sans mouiller son sac de farine et arrive chez le boulanger, content d'avoir accompli sa tâche. Oui, il faut réfléchir avant d'agir, c'est mieux. Le blanchisseur et son fils. Dans un village vivait jadis un blanchisseur et son fils. Un jour, après une grande fête, tous les habitants vinrent leur porter des vêtements sales. Le blanchisseur et son fils s'en allèrent le lendemain matin au bord de l'étang et le père se mit au travail. À midi, il était bien fatigué. « Va chercher le repas, commanda-t-il à son fils, nous mangerons ici. » Le fils obéit, ils mangèrent ensemble. « Il reste encore bien du linge à laver, dit le blanchisseur, je vais dormir un instant avant de m'en occuper. » Il s'installa à l'ombre d'un saule et ferma les yeux. Bientôt, son fils l'entendit ronfler. Et voilà que des moustiques arrivèrent, tournant autour du blanchisseur endormi, piquant son crâne chauve. Le fils entreprit de les chasser de la main. « Tant que je serai en vie, pensa-t-il, je ne permettrai pas à ces vilains insectes de boire le sang de mon père. » Mais les moustiques revenaient sans cesse. Le père s'agitait dans son sommeil. Le fils se mit en colère. « Je suis plus entêté que vous, gronda-t-il. » Il saisit le lourd battoir qui servait à battre le linge et frappa de toutes ses forces sur les moustiques posés sur la tête de son père. Les moustiques n'eurent pas le temps de s'envoler, mais le père mourut aussi, le crâne brisé. La morale de ce conte, c'est qu'il faut mieux être l'ennemi d'un sage plutôt que l'ami ou le parent d'un sot. Le marchand de rats. Un riche marchand partit pour un long voyage en laissant sa fortune à l'un de ses amis, le chargeant de subvenir aux besoins de son fils unique. L'ami en fit la promesse solennelle. Les jours passèrent, les mois, les années. Un jour, on apprit que le marchand avait péri en mer, son bateau ayant fait naufrage. Le fils
précaution et de politesse, il demanda à prendre possession de la fortune de son père. Il en avait l'âge maintenant. L'ami leva les bras au ciel, lui annonça que toute la fortune avait été dépensée pour l'éducation du jeune homme. Il n'en restait rien. Qu'importe, ajouta-t-il, un homme avisé peut faire sa propre fortune à partir de pas grand-chose. Tiens par exemple à partir de ce rat mort jeté sur le fumier que je vois par la fenêtre. Le fils du marchand prit congé sans plus rien demander. En passant dans la cour, il ramassa le rat mort par l'extrémité de la queue. À peine avait-il fait quelques pas dans la rue qu'une femme lui demanda son rat mort pour son chat affamé. En échange, elle lui donna quelques poignées de bois. Tandis qu'il les faisait cuire, passèrent des bûcherons. Ils mangèrent les bois en abandonnant un bon fagot au jeune homme. Celui-ci alla vendre le fagot en ville et racheta une grosse quantité de bois. Les bûcherons lui donnèrent cette fois plusieurs fagots contre sa nourriture. Finalement, le fils du marchand ouvrit une boutique de bois de chauffage. De fil en aiguille, il fit du commerce avec des marchandises de plus en plus chères et finit par acheter et vendre des lingots d'or. Pour agrandir sa fortune, il entreprit plusieurs voyages et revint chaque fois plus riche. À la fin, il décida de ne plus quitter son pays. Il fit sculpter par un orfèvre 4 rats en matière précieuse. Installés sur un plateau d'argent, autour des rats étaient éparpillés des grains de blé en or. Muni de ce cadeau, il se rendit chez l'ami de son père et le lui offrit en remerciement de son précieux conseil d'autrefois. L'ami fut envahi de remords. Pour se racheter, il donna au jeune homme sa fille aînée en mariage avec une énorme dot. Ce conte était le préféré de Mao Zedong, qui fut la grande figure de la révolution chinoise jusqu'à sa mort en 1976. Yugong déplace les montagnes. Yugong était un vieillard de plus de 90 ans. Il habitait face à 2 montagnes hautes de 6000 mètres chacune, situées dans les provinces actuelles du Henan et du Hebei. Yugong contemplait souvent ces montagnes et se disait qu'elles étaient gênantes pour se rendre au bord de la rivière Han qui se jette dans le fleuve bleu. Un jour, il rassembla sa famille et dit « Rassemblons nos forces et aplanissons ces montagnes. » Personne n'osa lui répondre, à l'exception de sa femme qui haussa les épaules. « Allons donc, vous ne seriez même pas capable d'aplanir une simple colline. Et d'abord, que feriez-vous de la terre et des pierres ?» Yugong répliqua, « Nous les jetterons à la mer, dans le golfe de Boé. » Et sans vouloir en entendre davantage, le vieillard commanda à ses fils et ses petits-fils de prendre des outils. Ensemble, ils allèrent vers la première montagne et se mirent à casser des pierres, à charrier des monceaux de terre vers le golfe de Boé, le balancier de bois sur l'épaule, un panier suspendu à chaque extrémité. Ils travaillaient depuis longtemps lorsqu'un homme passa près d'eux, les regarda faire et dit à Yugong « Comme vous êtes déraisonnable, ce travail est vraiment en dehors de vos possibilités. » Et Yugong lui répondit « C'est votre esprit à vous qui est dépourvu de sagesse. Réfléchissez, les 2 montagnes ne grandiront pas. Moi, je peux mourir, mais j'ai des fils et des petits-fils qui auront à leur tour des enfants et des petits-enfants durant des générations et des générations. Il ne nous faut que de la patience et nous finirons bien par aplanir ces 2 montagnes. » Allez, on va en lire encore. La perle magique. Un conte va tant de bouche à oreille qu'il se transforme peu à peu. Qu'importe, cette histoire de dragon est peut-être un des
faisait de son mieux pour subvenir à leurs besoins, allant vendre des herbes rares cueillies dans la montagne, pêchant du poisson. Un jour, le garçon vit un buffle remuer le sol. Le buffle s'écarta. Quelque chose brillait par terre. C'était une perle perdue par un dragon. Tout le monde sait que chaque dragon possède une perle dans sa bouche. C'est elle qui lui donne son apparence et ses pouvoirs magiques. Tout heureux de sa découverte, le garçon la rapporta à la maison. Regarde, mère, nous pourrons en tirer une forte somme. À la première occasion, j'irai la vendre en ville. La mère approuva. En attendant, elle prit la perle et la cacha au fond de la jarre où se trouvait leur provision de riz. Ce fut pour elle l'occasion de soupirer, car il restait bien peu de grains au fond du récipient, juste assez pour les nourrir 2 ou 3 jours, car plus. Oui, avoir trouvé cette perle était une bénédiction pour eux. La mère ne pensait pas si bien dire. Le lendemain matin, en jetant par hasard un coup d'œil sur la jarre, elle vit que celle-ci, hier encore presque vide, débordait à présent de riz. Elle en resta suffoquée, appela son fils. Lui aussi ouvrit des grands yeux devant ce miracle. Les jours suivants, ils eurent beau la vider, la jarre resta pleine à ras-bord. C'est à cause de la perle, se dirent-ils. Le fils eut une idée. Il prit la boule nacrée, la jeta au fond de la bouteille à huile, elle aussi presque vide. La bouteille s'emplit aussitôt. Quand le garçon plaça la perle dans la boîte en carton où il mettait leurs quelques pièces de monnaie, la boîte s'emplit tout entière. Plus question de vendre leur trésor, on s'en doute. Tout devint plus facile pour la mère et le fils. Comme ils étaient généreux, ils prêtaient aussi aux uns et donnaient aux autres, si bien que peu à peu leurs voisins, plutôt curieux, s'aperçurent de leur nouvelle aisance. Comme la mère était, hélas, un peu bavarde, l'histoire de la perle magique se répandit dans les environs et tomba dans les oreilles d'un méchant homme du nom de Wen. « Il me faut cette perle, se dit Wen, de gré ou de force. » Il réfléchit à la façon de s'en emparer. « Je vais me faire aider de tout le village, décida-t-il. Voilà pourquoi, un beau matin, la mère et le fils entendirent de grands cris autour de leur demeure. « Ce n'est pas juste, nous aussi y avons droit. » La perle a été trouvée chez nous, elle appartient à chacun. Nous voulons être riches. La mère trembla. Le fils n'eut que le temps de s'emparer de la perle et de la cacher dans sa bouche, l'imprudent. Déjà le groupe de villageois ouvrait la porte et se précipitait à l'intérieur de la maisonnette. « Donnez-nous la perle, c'est la nôtre aussi. » Sans attendre, chacun se mit à fouiller. La maison étant petite, la chose fut vite faite. En vain. Le méchant Wen devint rouge de colère. Son stratagème n'avait pas réussi. C'est pour rien que depuis la veille, il parlait et offrait à boire à chacun. Wen attrapa le fils aux épaules, le secoua avec violence. « Dis-moi où se trouve cette perle. » Malheur, le geste de Wen eut pour résultat de faire avaler la perle par le garçon. Celui-ci ressentit aussitôt une forte brûlure à l'intérieur de son corps. Se dégageant, il cria « J'ai soif ». Il avala d'un coup le contenu d'une cruche, mais comme il éprouvait toujours le besoin de boire, il s'élança vers le puits dans la cour, tira le seau, le vida, le remplit à nouveau, l'ingurgita encore. À la grande stupéfaction de sa mère et des villageois, il mit le puits à sec. Comme cela ne lui suffisait pas, il se précipita en courant vers la rivière, se jeta à plat ventre sur la rive, s'abreuva avec avidité. Très vite, la rivière s'assécha de moitié. Le tonnerre gronda, le ciel s'emplit d'éclairs, le vent souffla avec rage. Le garçon, hors de lui, plongea
sur sa tête. Son visage changea, devint celui d'un monstre. Non, hurla la mère. Trop tard, son fils s'envolait dans le ciel sous la forme du dragon immense qu'il était devenu. La femme pleura toutes les larmes de son corps, et ces larmes se transformèrent en 24 petits lacs que l'on peut encore découvrir aujourd'hui à travers la campagne, entourés de saules et de peupliers, paradis des carpes, des hérons et des canards sauvages. Voilà, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Il y a encore beaucoup de contes qui ont l'air